Je sens que ça va être une longue vidéo. Parmi les nombreux arguments qui participent à défoncer le cinéma français, celui selon lequel il est bourgeois est très dominant. Parce que le mot est automatiquement révélateur d'une distance entre le réel et le fantasmé, d'un écart entre les pauvres et les riches. Le mot a aussi une dérive très populiste, qui engloberait tout un pan de la population, mais surtout toute une sphère politique qu'on assimile à toute l'industrie cinématographique française et qui suffirait à lui seul de la critiquer. Comment expliquer alors que le gouvernement de Macron, entièrement composé de bourgeois, ait condamné le discours de Justine Triet lorsqu'elle recevait la Palme d'Or au Festival de Cannes 2023? Comment expliquer cela alors que nous avons un cinéma souvent trop social et gauchiste pour certains? Est-ce lié à la bourgeoisie et au fait que la gauche soit hors sol? Devons-nous défendre notre cinéma français ou le déconstruire pour laisser place à des films moins bourgeois? Et ça veut dire quoi d'ailleurs bourgeois? Tant de questions auxquelles nous allons essayer de répondre dans cette vidéo. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, il me semble important de revenir sur les définitions de certains mots pour être clair dans l'analyse que je vais vous proposer. Commençons par le mot principal, bourgeois. On utilise couramment ce mot pour parler de quelqu'un de très riche, qui vit dans les beaux quartiers et qui serait donc déconnecté du réel, avec aucune complication financière et bénéficiant pour la plupart d'un héritage familial. C'est assez vrai, mais si on souhaite parler bourgeoisie dans le monde du cinéma ou sur un rapport plus systémique, il faut aller plus loin pour essayer de répondre à la question initiale. La bourgeoisie est une classe sociale, et c'est celle dominante et dirigeante dans notre système capitaliste. Elle cumule la direction du travail via les entreprises, celle de l'État et aussi celle des médias. La bourgeoisie, c'est une classe qui regroupe les individus et familles possédant les moyens de production, et donc tout un patrimoine immobilier par exemple, et financier. Comme elle est dominante, elle essaie de perpétuer son pouvoir par l'héritage, mais aussi par des lois, lui permettant de toujours plus s'enrichir, et de conserver son statut. Les bourgeois entretiennent un mode de vie qui leur est propre, et s'invitent dans des endroits leur étant uniquement réservés. Ce qui est intéressant avec cette définition et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'on est bourgeois. On le devient très rarement à quelques exceptions près, car c'est par l'héritage et la reproduction au sein de ce milieu que la classe continue de dominer. Les enfants reprennent les affaires des parents, vont dans les mêmes grandes écoles, etc. Ce qui fait donc qu'évidemment, le bourgeois est très déconnecté du réel, d'une situation dans un pays, puisqu'il tourne autour d'une sphère qui est minoritaire et qui s'articule autour des lois du marché en côtoyant toujours des hauts placés. Il y a donc déjà des distinctions intéressantes par rapport au langage courant. On peut par exemple être né dans une famille qui est assez riche, être devenu riche, mais sans pour autant être un bourgeois, sans pour autant traîner avec des hauts placés et se garantir des postes alléchants par exemple. Et Nicolas Framont, rédacteur en chef du magazine Frustration, explique dans son excellent bouquin Parasite la nuance. On a trop souvent tendance à ne qualifier de bourgeois que les traits culturels qui correspondent à cette classe. Ainsi, si nous avons parfois l'impression que nous sommes tous le bourgeois de quelqu'un d'autre, c'est qu'une grande partie de nos loisirs, de nos goûts et de nos références culturelles s'inspirent de modes, hobbies et goûts initiés par la classe bourgeoise. Il ne suffit même pas d'être riche pour être bourgeois. Un joueur de foot rapidement riche ou un gagnant du loto ne font partie de cette classe qu'au prix de longs efforts d'intégration sociale, de placement financier ou de changement de mode de pensée. Ils restent souvent toute leur vie des nouveaux riches aux yeux de la bourgeoisie. Ce que Framont décrit, c'est que la bourgeoisie est si présente qu'elle intègre des lois culturelles aux gens. Par conséquent, la distinction devient floue. Quelqu'un qui gagne bien sa vie et décide d'aller au ski sera vu comme un bourgeois pour ceux n'ayant pas les moyens, alors que c'est plus complexe que ça. Être un bourgeois implique de posséder des moyens de production, et ce sont eux qui, malheureusement, nous gouvernent. Après, il y a ce qu'on appelle une petite bourgeoisie, des petits bourgeois qui défendent cette bourgeoisie-là et cette idéologie, mais qui ne rentrent pas forcément dans cette classe qui possède des moyens de production. C'est là où est toute la différence. Car la bourgeoisie a un adversaire, c'est la classe sociale opposée à elle, la classe prolétaire. Cette classe sociale est souvent la première à souffrir des avantages donnés à la bourgeoisie. Les taxes, les salaires qui n'augmentent pas, privation de certaines aides, heures de travail toujours plus compliquées, pouvoir d'achat affaibli, conditions de travail désastreuses, et la classe prolétaire se définit comme ceux qui créent la richesse et la production que possède la bourgeoisie. Alors bien sûr aujourd'hui il y a tellement de métiers qu'il est difficile de définir concrètement qui est prolo ou pas. Toujours est-il que le prolétaire français aujourd'hui est celui qui produit
et qui, par la force de son travail, crée les ressources nécessaires et est souvent l'employé d'une entreprise, et vit souvent de manière assez précaire. Je synthétise, mais c'est pour vous montrer que la France, étant très majoritairement prolétaire, est historiquement opposée à la bourgeoisie. Et ce sont au travers de luttes sociales qu'on a pu bénéficier aujourd'hui d'un système qui permet de vivre un minimum décemment. Et notre pays a une histoire de révolte qui se perpétue encore aujourd'hui, comme on a pu le voir avec les Gilets jaunes. Le mot bourgeois a donc une définition propre à un système concret, mais il est souvent utilisé un peu à tort et à travers, à titre moralisateur, pour parler de quelqu'un qui gagne bien sa vie par exemple, et souvent les artistes se retrouvent dans cette case alors qu'il est très difficile de vivre de sa vie d'artiste aujourd'hui. Je dis aujourd'hui car ce ne fut pas souvent le cas. Si on regarde les mouvements artistiques de la peinture par exemple, la plupart des grands peintres français étaient issus du milieu de la bourgeoisie et représentaient par ailleurs très souvent des tableaux soit de leur milieu, soit très coloniaux et orientalistes, soit des produits d'appel commandés par de la haute instance, bourgeoise ou aristocrate si on remonte un peu plus loin. La photographie fut aussi avant tout une aventure bourgeoise, puisque les moyens techniques étaient bien trop volumineux financièrement pour se procurer un studio ou un appareil photo. Mais quand le cinéma arrive, c'est un art qui naît sous le capitalisme, et qui va très vite être une affaire de lutte, puisque la bourgeoisie va vouloir en garder le monopole pour attirer les foules et faire rentrer ce nouvel art dans les lois du marché, en faire une nouvelle industrie. Seulement, le mouvement ouvrier se rend compte de la force du cinéma et essaie donc de se l'accaparer pour réaliser et filmer à son tour. Je vous invite à aller voir mon entretien avec Tanguy Perron, qui est docteur en histoire et qui a très bien résumé cette période historique. Parce que dans cette vidéo, l'objectif n'est pas forcément de retracer toute l'histoire du cinéma, mais d'essayer du coup, au travers de ces définitions que je vous ai données, de comprendre si le cinéma français est bourgeois et dans quel sens on l'entend. Et pour tenter de l'illustrer, nous allons prendre exemple sur les 5 dernières années du cinéma français. Bon, il y a eu un paquet de films, mais ça va permettre de mieux répondre à la question. Premier sens dans lequel on peut l'entendre, ce sont les thèmes et les sujets des films français. La plupart seraient donc très associés à un fantasme ou à une vision du monde vue par une bourgeoisie qui ne saurait pas comment ça se passe réellement. Idée très vaste et assez répandue, mais est-elle vraie et juste? Avant toute chose, on va clarifier aussi la position politique de la bourgeoisie. Elle est fondamentalement de droite. La droite a toujours défendu les intérêts de la bourgeoisie et a toujours participé aux lois compliquant le quotidien de beaucoup de Français. Ce sont des mouvements de gauche qui ont historiquement participé à faire changer des lois, à rétablir une égalité sociale. Pour autant, cette gauche politique a vécu des changements dans l'histoire, menant à ce qu'on peut appeler des trahisons. Le Parti socialiste, par exemple, est vite devenu un allié de la bourgeoisie. Et cette gauche, un peu insupportable, a cette tendance à s'indigner des inégalités, tout en se proclamant citoyen du monde, chose qu'on entend bien moins à droite qui assume bien plus ses positions bourgeoises et réactionnaires. Cette vision du monde est adoptée par ce qu'on appelle une forme de bourgeoisie progressiste, prône un bien-être total sans se soucier réellement des classes sociales et qui fantasme une complicité qui ne peut pas exister compte tenu du fait que les bourgeois et les prolétaires n'ont pas les mêmes intérêts. Aussi, elle donne l'impression que les films s'occupent de problématiques qui ne concernent pas une grande partie des plus délaissés ou du prolétariat français. Et cette bourgeoisie progressiste s'immisce dans la culture pour prôner un vivre ensemble mais d'un point de vue idéaliste, sans critiquer l'origine des problèmes ou au moins nuancer. En gros, mettre en avant des valeurs morales pour se distinguer, mais sans jamais quoi que ce soit dans le concret des inégalités ou des discriminations. À droite, c'est souvent cette branche qui est associée à la généralité du cinéma français. Le truc, c'est que ce ressenti se base déjà sur une position politique. Par exemple, un film qui traite des banlieues ou de l'immigration sera automatiquement placé dans cette catégorie-là pour les droitards. Pourtant, ce cinéma n'est apparu qu'au milieu des années 90 et a permis à des cinéastes de filmer leur quotidien dans des situations de grande précarité. Et les films d'un point de vue très bourgeois dans cette catégorie-là de films se comptent en fait sur les doigts d'une main. En 2023, sur 178 films français produits, seulement 2 pourraient rentrer dans cette catégorie. Ma France à moi et Monsieur le maire, qui sont 2 comédies dramatiques s'articulant autour d'un récit tout lisse, d'un point de vue bourgeois, et édulcore les situations en refusant tout réel. Il y a eu bien plus de films sur le sujet cette année-là, mais qui s'ancrent bien plus dans un vécu connu du cinéaste, comme Bâtiment 5 de Ladjli, que je ne trouve pas être un bon film par ailleurs, Les Survivants de Guillaume Rénusson, qui est bien plus un thriller, Gagarine qui traitait le sujet avec une certaine poésie cinématographique, ou encore l'excellent Le Gang des Bois du Temple de Rabat Merzeimesh, qui est à mes yeux l'un des meilleurs films de l'année 2023. Ou bien encore Avant que les flammes ne s'éteignent de Mehdi Emnir, qui avait par ailleurs été victime d'un appel au boycott à cause de son sujet. Ces événements, par ailleurs souvent médiatisés, participent à donner une fausse image du cinéma français parce que ces films sont très mis en avant par les médias,
comme s'ils ne produisaient que ça, alors qu'on ne parle pas vraiment d'un cinéma français majoritaire. Et plutôt que de cibler précisément ce sujet-là qui horripile surtout les racistes, l'idée est plus de savoir si le cinéma français s'articule autour de thématiques très auto-centrées, qui ciblent les Français de classe moyenne supérieure ou bourgeoise, et donc délaissent les classes plus laborieuses dans leurs récits. Les thématiques peuvent être très diverses et ne peuvent pas nécessairement donner de mauvais films, mais elles peuvent amorcer un début de réponse quant à la question principale. Donc quand on pense bourgeoisie, on pense avant tout au maintien du statu quo. Donc aucune remise en question du pouvoir en place, ni aucun regard sur les conséquences de son gouvernement ou de son système. Problématique autour de la famille, qui est un sujet très important pour la bourgeoisie, édulcoration du réel, abstraction totale des classes sociales, et une vision réductrice ou misérabiliste du prolétaire français. Tous ces exemples schématiques illustrent ce que Rob Grams, rédacteur du magazine Frustration, appelle bourgeois gaze, ou comment, par certains choix dans la narration d'un film ou dans son esthétique, on sent le regard bourgeois posé sur le film. Une théorie intéressante mais qui a pour moi des limites. Esthétique déjà, car on va juger une œuvre uniquement par son prisme politique, mais la théorie tourne beaucoup autour d'un point: celui de ne pas désigner le responsable. Par exemple, un cinéma social qui va chercher à montrer la misère d'une famille de prolétaires, mais sans montrer le responsable, sera pour Rob Grams une illustration d'un regard bourgeois. Seulement, la désignation du responsable peut se faire par l'invisible pour moi, en sous-texte. Mais surtout, certains cinéastes n'ont pas forcément l'objectif premier de dénoncer un responsable, mais de représenter une partie de la réalité et jouer sur l'authenticité de ce qui se déroule. Ça n'illustre pas forcément un discours du genre c'est triste mais c'est comme ça, on peut pas faire autrement, qui est un discours très répandu dans la bourgeoisie et répété à longueur de journée sur les plateaux de télévision, mais ça peut aussi illustrer les conséquences sur le long terme de la paupérisation du pays, tout en restant à hauteur d'homme près des personnages qui sont filmés. Tout dépend de comment le cinéaste filme le social, soit en esquivant maladroitement le sujet, en ce cas on peut estimer le discours un peu malhonnête, soit pour tout simplement représenter une famille prolétaire. Cela passe beaucoup par le documentaire qui souvent désigne le responsable en sous-texte de la situation qui est montrée au spectateur. Dans le récent Madame Hoffman, c'est un peu le cas. Le documentaire de Sébastien Lifshitz suit la fin de carrière d'une infirmière qui a travaillé 40 ans près de Marseille. Avant d'être un constat social qui critique le manque de moyens de l'hôpital, c'est avant tout le portrait de cette femme fatiguée, son quotidien et ses souvenirs les plus marquants. Donc même si le film n'est pas profondément de gauche, il montre au moins les galères du métier, le manque d'infirmiers, le manque de soins, etc. Pareil pour le récent Averroès et Rosa Parks, qui va montrer indirectement le manque de moyens de l'hôpital psychiatrique pour les patients, mais sous le prisme formel d'échanges entre ces derniers et les soignants pour laisser une possibilité de discussion aux patients. Néanmoins, la théorie du bourgeois gaze est intéressante et peut nous servir pour essayer de clarifier la réponse: est-ce que les films français sont majoritairement faits par le prisme de ce regard? Concernant les intrigues autour de familles de classe supérieure, il est vrai que c'est très fréquent, en particulier dans les comédies se voulant populaires. En 2019, plusieurs films peuvent rentrer dans ce genre de catégorie. La Belle Époque, 2 mois, Mon Inconnu, Beaux-parents, Jusqu'ici tout va bien, Chamboule tout, All Inclusive, Qui m'aime me suive, Venise n'est pas en Italie, Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu. Et de 2020 à 2023, on a des films comme Ni une ni deux, On est fait pour s'entendre, La Croisade, Les Olympiades, Pour y gâter, C'est magnifique, La très très grande classe, Mes très chers enfants, Attention au départ, Tout s'est bien passé, Un tour chez ma fille, On sourit pour la photo, Mon héroïne, La traversée, Une belle course, Joyeuse retraite, Le grand bain, Ténor, Rumba la vie, Une année difficile. Les noms sont vraiment pourris en général d'ailleurs. Donc bref, la liste est effectivement assez longue et tous ces films ont plusieurs points communs rentrant dans ce bourgeois gaze. Le cinéma français a donc bel et bien un arc. Un cinéma qui se veut unificateur, empreint d'une jolie morale, ancré dans un récit souvent très standardisé et très formaté, avec des acteurs et actrices qu'on récupère régulièrement. Et cet arc du cinéma français participe à normaliser ce qui ne l'est pas, à savoir une sensation agréable que tout va pour le mieux, que tout est réparable, que tout va bien se passer et que toute vie normale s'articule autour d'une forme de bienveillance envers l'autre, avec des grandes maisons de campagne ou des grands appartements parisiens. Mouais. Comment expliquer que ce cinéma français existe? Déjà, il est intéressant de noter que ce sont souvent les mêmes cinéastes qui réalisent ce genre de projet. On retrouve par exemple Cédric Klapisch, Éric Besnard, Philippe de Chauvron, François Ozon, qui sont des réalisateurs pas vraiment issus de classes laborieuses, ce qui peut peut-être expliquer leur vision un peu édulcorée. Mais on va y revenir. Ce qui justifie l'existence de ce cinéma, c'est qu'il a en réalité toujours existé.
Comme je le disais plus tôt dans la vidéo, le cinéma est né sous le capitalisme et est créé par des entrepreneurs très malins. Par conséquent, très tôt dans l'histoire du cinéma, la bourgeoisie a tenté de s'accaparer l'art en voyant à quel point il était puissant et à quel point cela pouvait donner une nouvelle forme de manipulation à travers les images, le montage, etc. Pour faire en sorte de rester au pouvoir, l'objectif de la bourgeoisie est alors soit de faire de la propagande au travers de publicités, soit de très vite standardiser un format qui fait oublier la condition sociale du prolétariat et divertit comme une séance de cirque. À l'époque des années 30, le mouvement ouvrier est très populaire. Et il y a donc une forte manifestation face à ça. Des réalisateurs essaient de nouvelles formes impressionnistes, le mouvement d'avant-garde dont j'avais parlé dans cette vidéo par exemple, afin de proposer des esthétiques différentes. Et avec l'arrivée du Front populaire et du mouvement antifasciste, le cinéma français crée alors un nouvel arc, celui communiste et social, qui sera très populaire, grâce à des visages représentant un peuple oublié. Il est intéressant de noter que plusieurs cinéastes défendant ce cinéma sont issus de milieux bourgeois, comme Jean Renoir ou Jean Grémillon. Il n'y a pas que des prolétaires. La nuance est là aussi. Être issu d'un milieu bourgeois ne fait pas forcément d'eux des cinéastes hors sol, car ils prennent part aux revendications sociales pour défendre le mouvement populaire et le mouvement ouvrier, et font des films qui parlent de sujets qui les concernent. La critique de la bourgeoisie ne doit pas se faire uniquement sur des prétextes moraux et culturels, mais concrets sur tout un système. Et la bourgeoisie, de ces hautes sphères, n'a jamais pour autant perdu. Le cinéma est devenu très vite une industrie dans les pays capitalistes. Il fallait donc produire. Le cinéma français n'a jamais cessé d'être une affaire de lutte entre les productions bourgeoises et celles moins onéreuses qui voulaient parler d'autre chose. Comme l'objectif est de faire du profit mais aussi de ramollir un peu la conscience de classe, la bourgeoisie a donc mis en place dans l'histoire ce genre de film qui participe à rendre agréable une séance pour un spectateur qui sort du travail. Cette politique du loisir et du divertissement fut un coup très fort de la bourgeoisie, car aujourd'hui beaucoup de gens issus de classes plus laborieuses adoptent le même discours, à savoir aller au cinéma pour se détendre et penser à autre chose. Et il y a d'ailleurs ici une forte contradiction que l'on a tendance souvent à entendre. C'est l'argument selon lequel le cinéma français n'est pas assez social et ne représente pas assez les classes laborieuses. Mais en même temps, certains critiquent aussi le cinéma français en disant que tout spectateur souhaite vivre un rêve au cinéma en oubliant tout. C'est très contradictoire et c'est un regard très bourgeois et américaniste. Je ne sais pas si le mot existe. L'idée de faire rêver fait opposition à celle de montrer un cinéma social, car plus ancré dans le réel et donc un peu moins rêveur. Et surtout, ça participe au discours très répandu du « c'est triste ce qu'il se passe, mais on peut pas faire autrement, alors n'y pensons pas et rêvons ailleurs », qui est un discours très bourgeois. Et c'est aussi très américaniste parce que les États-Unis ont fait de ce discours leur meilleur moyen d'aliéner les spectateurs au cinéma. On prend souvent l'exemple de Marvel, mais le fait est que le pays l'a toujours fait. Entre quelques films et cinéastes américains brillants, l'industrie hollywoodienne ancre totalement le discours bourgeois et entrepreneurial dans ses grosses productions, majoritairement financées par des organismes privés. L'idée est souvent de prôner des valeurs comme le courage, la sagesse, le destin, l'honneur, très souvent d'un point de vue masculin, et toujours avec un discours sous-jacent sur la discipline et l'ordre, et comment le rétablir, sous la forme d'aventures d'une poignée d'êtres humains venus sauver le monde, ou une ville, ou que sais-je encore. Qu'on s'entende, ces films peuvent être divertissants et sympas à suivre, mais ce sont ces films et cette politique dont je parlais juste avant qui ont imprégné le cinéma et ses spectateurs de cette mentalité du rêve. En choisissant d'aller voir ces films, on rêve. On oublie donc nos conditions et on ne pense à rien d'autre. Plus récemment, l'industrie compte se donner une image un peu plus progressiste. À l'instar de Barbie, vendu comme le film féministe de l'année, quelle fraude, en prônant là aussi juste des valeurs. De même pour Avatar et sa prétendue conscience écologique, qui ressemble bien plus à du jardinage qu'à une réelle prise de conscience. Et ne précisons même pas tous ces reboots et remakes qu'ils ne cessent de produire avec des budgets astronomiques. Vous verrez rarement un film américain populaire avec de vraies revendications sociales ou avec une vraie conscience de classe. Il y en a, mais ça se joue aussi à la marge. C'est ça le cinéma populaire américain. C'est la mise en avant de valeurs morales, recyclées, qui ne s'ancrent jamais dans une situation concrète et participent donc à cette illusion tant voulue par la bourgeoisie qui souhaite une rentabilité à ses films pour gagner toujours plus d'argent. N'est-ce pas un peu contradictoire de demander ça et un cinéma français plus social ? N'est-ce pas un peu malhonnête de bander sur le cinéma blockbuster américain en râlant et en disant qu'il n'y a pas assez de social en France? Alors bien sûr, il y a un cinéma américain de qualité qui sort de ce système commercial. J'ai plutôt aimé le très
récent The Sweet East, et le dernier documentaire de Laura Poitras est passionnant. Et il y a des films rentrant dans cette logique dominante que j'aime bien, faut pas se leurrer. Mais cette dominance américaine bourgeoise est particulièrement présente parce qu'elle est historiquement ancrée dans un objectif qui souhaite ramollir la conscience de classe et continuer de propager l'idée que c'est quand même mieux que les pauvres, ils réfléchissent pas trop. Le truc, c'est que dans le cinéma français, cette dominance bourgeoise existe aussi. Mais s'il y a effectivement ce cinéma formaté, il y a tout un autre système de production qui existe et qui va transgresser ce formatage pour proposer autre chose esthétiquement, mais aussi politiquement. Et quand on s'intéresse au cinéma, on se rend compte que celui français a une très grande diversité encore aujourd'hui. Mais plutôt que de vous lister les films un par un, axons la réflexion non pas sur les films, mais sur les cinéastes qui nourrissent le cinéma français et ses thématiques. Comme je l'avais dit plus haut, certains noms de cinéastes reviennent concernant les productions bourgeoises. Car la plupart sont appréciés, les films font souvent de bons scores au box-office grâce à une bonne publicité et à ce discours du loisir dont j'ai parlé tout à l'heure. Encore, par exemple, le dernier film de Cédric Klapisch fut le film recommandé Art et Essai ayant reporté le plus d'entrées en 2022. Ils sont donc facilement accompagnés par les productions et bénéficient souvent d'un budget sympathique pour financer leurs films tout mignons. Qu'on a le droit d'aimer, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est aussi un argument pour dire que le cinéma français est bourgeois. Cette caste de cinéastes est beaucoup représentée à la télé, avec les têtes d'affiche qui vont avec. Les événements annuels, comme les Césars, alimentent aussi ce discours puisque ces récompenses relèvent d'un entre-soi qui se félicite dans une atmosphère bling-bling et déconnectée. Seulement voilà, ce qu'on voit à la télé n'est pas représentatif de la réalité. Oui, ces cinéastes comédiens et comédiennes bourgeoises existent, et oui, ils sont parfois très agaçants avec leur moraline sur les plateaux, mais les cinéastes qui rendent le cinéma français diversifié sont certes moins présents, moins mis en avant, mais existent. Et ce sont eux dont il faut parler. Et il y a potentiellement là-dedans des cinéastes aisés dans le lot, ou issus d'un milieu bourgeois, mais avec un minimum de conscience sociale ou esthétique, et qui ne rentrent pas dans le moule de l'industrie. La nuance, elle est là aussi. Le documentariste Raymond Depardon, par exemple, issu d'un milieu aisé, réalisait dans les années 2000 une trilogie qui mettait en avant une ruralité en voie de disparition. Donc l'idée, c'est de ne pas créer une binarité débile, mais bien de distinguer qui choisit de rentrer dans le moule de l'industrie et qui tente de faire autre chose. Sébastien Lifshitz et Nicolas Philibert par exemple ont récemment sorti des documentaires mettant en avant le manque de moyens du système hospitalier par le prisme de personnes qu'ils ont décidé de suivre pendant un temps. Mais ce sont deux cinéastes qui sont issus, il me semble, de familles modestes. Dans le domaine de l'agriculture et du monde ouvrier, Hubert Charuel, fils d'agriculteur, réalisateur du récompensé Petit Paysan en 2017, a sorti en 2019 Les vaches n'auront plus de nom, un documentaire sur ses propres parents, eux-mêmes agriculteurs, à l'approche de la retraite. Édouard Bergeon, fils d'agriculteur aussi, sort le gros succès Au nom de la terre en 2019 qui, s'il adopte un ton un peu conventionnel, remet sur la table le sujet du suicide chez les agriculteurs. Il a par la suite réalisé des documentaires sur le sujet. Just Philippot, réalisateur de La Nuée sorti en 2021, propose une lecture de la précarité d'une agricultrice par un récit horrifique et fantastique. François Ruffin et Gilles Perret réalisent deux documentaires sur ce qu'on peut appeler la France oubliée, avec Je veux du soleil en 2019 et Debout les femmes en 2020. Gilles Perret a par la suite réalisé Reprise en main, une comédie qui inverse un peu les rôles dominants des comédies françaises populaires, et La ferme des Bertrands, qui retrace 50 ans d'une famille d'agriculteurs. Le jeune cinéaste Narelle Marandin a questionné le rapport de domination entre une agricultrice et son mari dans La Terre des Hommes, sorti en 2021. Un réalisateur beaucoup apprécié des cinéphiles, et notamment par moi, Alain Guiraudy, issu aussi d'une famille d'agriculteurs dans l'Aveyron, met en scène des personnages souvent très précarisés, issus du monde ouvrier ou agricole, avec une narration très spécifique à son cinéma, où la question de l'homosexualité dans ce milieu est aussi représentée. Son prochain film sort bientôt et il avait réalisé Viens je t'emmène en 2022 qui se déroulait à Clermont-Ferrand. Il y a Jean-Baptiste Durand qui a beaucoup fait parler de lui avec Chien de la Casse sorti l'année dernière, qui a brillamment représenté cette jeunesse de village. Audrey Ginestet et Fanny Molin ont respectivement réalisé deux documentaires français en 2021 et 2022, Atlantic Bar qui montre le quotidien d'une gérante d'un petit bar PMU à Arles et Relax qui retrace le parcours judiciaire de Manon, femme prolétaire accusée à tort dans une affaire policière scandaleuse. Emmanuel Nico a mis en avant le sujet des violences sur l'enfant avec Dalva. Alice Diop questionne la condition d'une femme noire précaire dans la société française avec ses documentaires et son récent Saint-Omer. Iris Cantelbach avec son premier film Le Ravissement mettait en scène une femme perdue dans son mensonge à cause de sa situation. Stéphane de
Moustier a récemment sorti 2 très bons films sur la question pénitentiaire avec Borgo sorti le mois dernier, mais aussi au niveau du procès avec La fille au bracelet sorti en 2020. Éric Gravel réalise à plein temps l'année dernière un film sur la condition d'une femme célibataire avec 2 enfants à charge sous la forme d'un thriller étouffant. Bref, la liste là aussi est longue. Il y a donc bien un cinéma français varié qui traite du réel sous plusieurs angles, plusieurs formes, plusieurs esthétiques. Ce cinéma est soutenu par des cinéastes qui ont une vision personnelle d'un sujet de société ou bien d'un vécu qu'ils avaient envie de mettre en avant. Mais est-ce que c'est pertinent de vraiment lister tous ces exemples pour prouver que l'entièreté du cinéma français n'est pas bourgeois? Parce que ces films-là, ces cinéastes qui réalisent, comment se fait-il qu'ils fassent si peu d'entrées par rapport aux comédies bobos et aux blockbusters américains? Est-ce parce que c'est le public qui va au cinéma qui est bourgeois? En 2022, on notait 152 millions d'entrées enregistrées. 61 millions étaient consacrés à des films français. En 2023, on en enregistre 180 millions au total. Si le parc français se remet bien de la sortie du Covid, le nombre d'entrées a effectivement diminué en moyenne par rapport au siècle dernier où certaines années pouvaient en enregistrer plus de 250 millions. De plus, le box-office principal est souvent dominé par des grosses productions américaines ou des grosses comédies françaises. Pourquoi alors que les gens auraient tendance à demander un cinéma plus social et plus ancré dans le réel? Plusieurs hypothèses. Comme la politique du loisir est fortement répandue, il est donc pour beaucoup de Français évident d'aller au cinéma pour passer un moment de divertissement. L'un des soucis par rapport à cette politique du loisir, c'est aussi le prix du ticket. Si la France est effectivement le pays d'Europe qui dispose du prix le plus bas, avec une moyenne de 7,5 € le ticket vendu en 2022, ça reste cher pour beaucoup de monde compte tenu de la paupérisation du pays due à cette bourgeoisie qui nous gouverne. De plus, même si le parc de salles est un des plus grands d'Europe, là aussi il n'est pas forcément évident de se déplacer pour aller au cinéma selon sa zone géographique où on se situe. De plus, le développement des multiplexes dans des zones rurales ou périurbaines participe à faire fermer des petits cinémas de proximité ou en tout cas à les rendre moins attractifs alors qu'ils ont tendance à proposer des séances bien moins chères que celles d'une grosse enseigne. Là-dessus, c'est évident que ça joue. Nous travaillons de plus en plus et de plus en plus longtemps. Les salaires ne sont pas indexés sur l'inflation galopante. La plupart des Français voient donc de plus en plus le cinéma comme un loisir soit inaccessible, soit très rare. Et comme la vie est de plus en plus difficile et chère, l'idée d'aller voir un film social réaliste qui va traiter d'un sujet de société ou un film avec une esthétique différente de ce qu'on peut voir d'habitude, c'est pas très attirant pour beaucoup de monde. En 2022, 40% du nombre total d'entrées furent pour des films de comédie ou d'aventure, toutes nationalités confondues, contre 1,5% pour les documentaires par exemple. Et sur la même année, la structure du public en dit assez long. Les statistiques du CNC du public n'identifient pas si les spectateurs sont bourgeois ou prolétaires, mais rentrent les chiffres dans des catégories socio-professionnelles. Les supérieurs, cadres, chefs d'entreprise, artisans, commerçants, et les inférieurs, employés, ouvriers, agriculteurs. Donc même si tous les cadres ne sont pas forcément des bourgeois, il y a des chances qu'ils en adoptent la culture et sont en tout cas plus privilégiés que les ouvriers. Donc ça donne une certaine idée de qui va au cinéma. En 2022, les catégories socio-professionnelles inférieures structurent 16% du public, là où celles supérieures structurent le double avec 32%. Mais le plus gros public au cinéma, ce sont les inactifs. Comprenez ça comme celles et ceux hors du marché de l'emploi, donc les retraités, les élèves, étudiants, qui structurent 53% du public en 2022. On retrouve à peu près ces mêmes chiffres en 2019. Et même si on remarque une hausse de fréquentation chez les catégories inférieures, on voit bien que ça reste la structure la plus basse. Pour autant, on remarque bien que ce ne sont pas que des bourgeois qui vont au cinéma, c'est donc un raccourci assez grossier. Quant à l'âge, c'est pareil, difficile de dire qu'il n'y a que des boomers. Déjà, le poids dans la population actuelle est dominant chez les plus de 60 ans qui représentent 28% de la population française. Mais en 2021, ce sont les 25-49 ans qui représentent la plus grande structure du public en salle, soit 33%. On retrouve ce même pourcentage pour l'année 2022. Les plus de 50 ans sont souvent très proches de ce pourcentage, là où les 3-24 ans représentent aussi 33%. Donc en fait c'est assez équilibré. Le truc c'est que souvent ils ne se déplacent pas forcément pour les mêmes films. Mais surtout, en ces temps où la politique est particulièrement radicale sur les plateaux de télé, bien plus qu'il y a 15 ans. Le public voit dans ce cinéma français proposé une distance avec leur situation. Les films les plus mis en avant dans les publicités et les affichages publics sont justement les films incluant un peu une morale ou un discours très embourgeoisé. Les documentaires ou les films avec moins de budget publicitaire ne sont finalement remarqués que par l'heureux hasard d'une bande-annonce au cinéma ou d'une affiche planquée sur quelques arrêts de bus
et encore. Du coup, forcément, comme ce sont majoritairement des films formatés, répétitifs, aux valeurs morales et réductrices, il y a forcément un certain discours qui naît sur cette distance qu'aurait le cinéma français. Et cette distance, elle existe sur tout un pan de la production. Très bien. Mais du coup, on fait quoi, nous, en tant que cinéphiles qui aimons notre pays et son cinéma? Que faire? Sommes-nous défenseurs des bourgeois en disant ça? On continue de le descendre? Est-ce que les critiques qui lui sont faites sont pertinentes et visent bel et bien la bourgeoisie française? Quelles sont les revendications apportées par ses détracteurs? En mai 2023, Justine Triet remporte la Palme d'Or pour le film Anatomie d'une chute. Film dressant le portrait d'une femme accusée d'avoir tué son mari. Il est acclamé partout et rencontre un gros succès en salle en France avec près de 5 millions d'entrées. Lors de son discours, la réalisatrice provoque l'indignation de la bourgeoisie. Elle critique le gouvernement qui cherche à casser l'exception culturelle française et rappelle les manifestations en cours contre la réforme de l'assurance chômage. Justine Triet est de base loin d'être issue du milieu de la bourgeoisie. Née à Fécamp, elle grandit à Paris avec une mère élevant seule 3 enfants dont 2 qui ne sont pas les siens. Même si la capitale lui permet d'accéder à des études l'amenant à s'orienter vers la réalisation, elle commence avec de petits documentaires politiques sans budget. Son premier film sera fait avec quasiment rien, mais ce sont les succès de ses prochains qui vont lui permettre d'accéder au succès triomphant d'Anatomie d'une chute, la dirigeant forcément vers un milieu plus bourgeois de l'industrie cinématographique. En espérant qu'elle garde les pieds sur terre, le discours de Justine Triet avait fait plaisir. Même s'il n'y avait rien de profondément révolutionnaire, le fait de rappeler la lutte qu'il se passe en France et le danger que représente la Macronie à l'échelle culturelle, c'est aussi un moyen de se détacher de cet aspect bling-bling et bourgeois du Festival de Cannes. Pourquoi je vous raconte tout ça? Vous le savez déjà. Parce que parmi les détracteurs du cinéma français, beaucoup ne font pas la part des choses et véhiculent des critiques et des idées qui favorisent le système bourgeois critiqué par Justine Triet. Déjà par le simple fait d'avoir crié avec les loups. Des personnalités de droite, se voulant proches du peuple, ont fermement critiqué le discours de Triet en faisant d'elle une bourgeoise qui ne sait pas de quoi elle parle. Alors que si, Justine Triet en est un très bon exemple de ce que permet cette exception culturelle française. Le financement du cinéma français aujourd'hui est une histoire de lutte et de reconnaissance sociale. De ces luttes et batailles face aux dangers que représentaient les Américains culturellement à la fin de la Seconde Guerre mondiale, un système d'autofinancement permet de produire des films français de façon assez égalitaire et autonome. Dans le sens où un cinéaste riche, comme un cinéaste modeste, comme un cinéaste plus pauvre, peut envoyer un scénario pour tenter de choper des aides qui lui permettront de faire son film. J'ai parlé plusieurs fois de ces aides dans des vidéos que je vous laisse en description, mais l'idée est de vous montrer que malgré une forte présence bourgeoise à l'écran et à la télé, le système français permet encore à presque tout le monde de réaliser un film. Justine Triet en est un bel exemple car en partant de pas grand chose, elle est parvenue à obtenir des financements de plus en plus sympathiques pour ses films alors qu'elle démarrait avec des petits courts-métrages docu souvent très fauchés. Ce système, il faut le défendre face à la bourgeoisie, car elle souhaite toujours plus prendre le contrôle de cette industrie sociale en jetant la faute à ce système considéré comme étant de l'argent jeté par les fenêtres. Sauf que c'est cibler une goutte d'eau dans l'océan. Pendant que l'évasion fiscale représente des milliards et des milliards d'euros, que nos impôts partent toujours plus dans la poche d'actionnaires, qu'on ne sait jamais trop ce qu'on fait avec notre argent, on cible un système de financement qui s'auto-alimente et qui est donc indépendant et qui permet que chacun ou chacune puisse réaliser un film plus ou moins coûteux. C'est délirant. C'est en partie pour ça que l'arrivée de Dominique Boutonnat, président actuel du CNC et ami de Macron, avait scandalisé l'institution car c'était une présence qui allait finir par alimenter une doctrine politique. Pas forcément dans le sens où on interdirait des films qui critiquent le gouvernement, car au fond ça je pense qu'ils s'en foutent tout en haut, mais plus en attribuant davantage d'aide et de financement pour des productions et des films organisés par des entreprises capitalistes. Et les détracteurs du cinéma français font pareil. Tout en critiquant la bourgeoisie du cinéma français, ils critiquent le système qui dérange justement cette bourgeoisie. Le fait qu'on mette toujours plus le doigt sur des productions non rentables, qui représentent des sommes ridicules et en plus ne concernent vraiment pas le contribuable, c'est cibler justement des petits producteurs et des petits cinéastes. Tout ça est donc très contradictoire. Pire encore, certains vont parallèlement glorifier le cinéma populaire américain, qui lui serait rentable, sauf que déjà pas tout le temps, et souvent les pertes de grosses productions sont plus conséquentes que celles de petits budgets français, mais surtout qu'ils rentrent totalement dans une logique capitaliste et bourgeoise aussi, et elles sont majoritairement produites par des entreprises privées. Contradiction de plus. En critiquant le système français qui a encore des bases sociales, on glorifie un système privé qui contrôle tout et qui cherche à effacer la moindre conscience de classe, laissant le cinéma à des gens choisis par les productions ou les patrons qui les financent. Et on aimerait que ce soit la même chose en France, et on applaudit Javier Milei qui a détruit le CNC argentin. Ça n'a
Aucun sens. Ce n'est pas du tout cohérent. Mais du coup, comment critiquer de façon pertinente ce qu'il se passe ? En étant clair dans les définitions et en admettant le réel de la situation que j'ai décrite dans la vidéo. Le cinéma étant une industrie capitaliste, il est évident que ces films produits entrent dans une logique similaire, que ce soit économiquement, mais aussi dans les récits de certains films. Il est évident que des cinéastes alimentant ce discours, ou connaissant des amis dans l'industrie, sont bien plus avantagés. Il est évident qu'à partir de ça, il y a un cinéma français médiocre, qui n'attire plus et qui épuise les gens. Pour autant, il faut cesser d'être binaire, et il faut mieux citer les responsables. Si on est réellement cinéphile et qu'on s'inquiète du sort du cinéma français, on doit se poser les bonnes questions et surtout, on doit le défendre. Évidemment, toutes ces informations sur le bourgeois gaze, les luttes au sein de l'histoire du cinéma, se sont forgées aussi de par l'esthétique propre au cinéma. Comment, via le montage et via la direction d'une narration, on parvient à savoir si un film adopte une position bourgeoise ou non. Et le truc, c'est qu'on en revient toujours à ce que disait Nicolas Framont. Nous sommes souvent le bourgeois de quelqu'un d'autre car nous avons tendance à traiter de bourgeois l'aspect uniquement culturel et traditionnel et surtout très individuel. Par conséquent, certains verront du bourgeois dans un film là où d'autres n'en verront pas. Certains verront un film axé à gauche, là où d'autres verront plutôt un film de droite. C'est souvent une question de sensibilité esthétique, parfois de confusion dans les définitions politiques, mais aussi ça définit un certain rapport au cinéma. Quand des nouvelles formes sont apparues dans l'histoire du cinéma français pour faire face à l'industrie et à la bourgeoisie, elles sont apparues sous divers angles. Communistes et sociaux dans les années 30, un peu plus bourgeois à l'époque de la nouvelle vague à la fin des années 50, mais ce sont des mouvements qui ont cherché à défendre un système et des revendications populaires, en réinventant de nouvelles formes qu'on juge aujourd'hui élitistes. Notre rôle, pour moi, à nous, dans notre microcosme face à cette bourgeoisie dans l'industrie, c'est de mettre en avant des films à la marge qui rentrent dans ce processus, qui proposent quelque chose de différent dans une narration qu'on trouve subtile et dans une mise en scène qui nous touche. Si ça peut aider une production de sortir la tête de l'eau, ça me paraît déjà être une tâche louable et on peut très bien débattre ensemble de la qualité d'un film à ce niveau-là. C'est ça pour moi qui permet de ne pas rentrer dans une idéologie qui favoriserait la bourgeoisie. Parler de films français qui sont là, qui existent, qui font la richesse de notre cinéma, plutôt que de toujours critiquer et de faire des articles et des vidéos sur des séries américaines ou des top 10. Un certain côté populaire fut délaissé à cause de la bourgeoisie dans le cinéma. Continuons de mettre en avant ce populaire qui a un peu disparu pour qu'il continue d'exister et de représenter une France avec une esthétique propre aux cinéastes ou de proposer un film tout simplement différent du mode de production qui gouverne l'industrie, qui se veut rentable et principal. Je tente de soutenir une cohérence entre mes positions politiques et ma passion pour le cinéma et surtout celui français qui est riche d'une histoire folle et qui ne doit pas être oublié. Et j'aimerais que plein d'autres fassent de même et arrêtent de faire ouin ouin. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu et aura été assez claire pour vous tous et que vous avez désormais une réponse un peu plus claire à cette question. On a bien sûr le droit de ne pas être d'accord, donc n'hésitez pas aussi à débattre en commentaire. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a plu et à me rejoindre sur Twitter et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!